Ah, un créateur. Bien. Et du coup, moi, je peux accompagner d'un point de vue d'état d'esprit les gens à créer leur entreprise. Génial. Donc, vous avez le droit. Repris, vendu, et maintenant vous voulez accompagner. Je reprends, j'accompagne quelqu'un qui est Super. Reprendre ou créer. Vos sonneries téléphoniques, c'est possible si vous pouvez les mettre en silencieux. Maison d'hôte, dans un endroit où il y a du soleil? Oui. Surprenant, surprenant. Vous allez vous les retrouver. S'il y en a beaucoup, entre le et le. Voilà. Lancement très important. Ah, très bien, merci beaucoup. C'est bien ça. Société familiale. Tissu important. Mais le projet, enfin, la volonté de l'indépendance, elle est définie. Elle est choisie. Un domaine, donc restauration. De l'esprit. Très bien. Pâtisserie. Eh ben, ça a du succès là aujourd'hui la pâtisserie. Créer, reprendre, restauration, voilà. Ouais, ben on est tous, hein. On sent la lourdeur. De nombreuses années dans un grand groupe. Madame. Un domaine ou pas? Pas encore? D'accord, très bien. Alors, effectivement, donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est voilà, de partager avec vous quelques-unes des observations que j'ai pu faire au cours de ma allez, on va dire, longue carrière dans
dans ces domaines que sont l'entrepreneuriat, la reprise, décider de créer ex nihilo. Et donc on va voir plusieurs éléments. On va d'abord voir 8 fondamentaux qu'il est important de prendre en considération lorsque l'on gère une entreprise, quelle qu'elle soit. Que l'on ait décidé de créer, que l'on ait décidé de reprendre une entreprise existante ou que l'on ait décidé de fonctionner en franchise, ces 8 fondamentaux seront utiles. Ce sont des fondamentaux, donc il est probable qu'au moins certains d'entre eux, voilà, vous les ayez déjà en tête. Ensuite, nous ferons un parallèle, nous regarderons les avantages et inconvénients. Avantages et inconvénients lorsque l'on crée ex nihilo, avantages et inconvénients lorsque l'on reprend, avantages et inconvénients lorsque l'on décide d'entreprendre en franchise. Puis nous terminerons avec un neuvième fondamental qui lui est plus personnel. C'est un regard sur soi et lorsque l'on est dans un projet de création, de reprise ou de développement en franchise. Est-ce que ça vous convient? Voilà, parfait. Parfait. Alors tout d'abord, moi je m'appelle Marc-William Mathieu. Dans ma carrière, j'ai développé ou accompagné 28 entreprises différentes dans des domaines très divers les uns des autres. Vous voulez que je parle avec le micro? Je vais mettre le micro à côté de moi. Merci. Je déteste les micros. Je ne sais pas parler avec un micro parce que j'ai besoin de bouger mes mains. Sinon, je me sens enfermé. Il n'y en a pas qui font de la psychothérapie? Non. La prise de parole en public, oui. Donc, j'ai développé ou accompagné au développement et à la création 28 entreprises différentes dans des domaines et des secteurs très différents les uns des autres. Aujourd'hui, je préside une société qui s'appelle Action Coach Europe francophone, qui est une société qui accompagne des entrepreneurs dans la gestion, le développement de leurs projets. Et donc, ce que je vais partager avec vous, ce sont les enseignements de tous ces différents éléments. Vous avez normalement entre vos mains 2 documents. Un document qui est vraiment un document de prise de notes pour que vous puissiez vous souvenir de ce que l'on a pu voir aujourd'hui. Et un autre document qu'on vous demandera à la fin qui est un document d'évaluation de la conférence à laquelle vous assistez. Donc, que nous vous demanderons donc de nous remettre à la fin. Et si vous désirez recevoir copie de ce PowerPoint, dans ces cas-là, vous l'indiquez sur le document d'évaluation avec votre adresse mail et on vous le fera suivre. Je vais commencer par expliquer ce qu'est Action Coach Europe francophone et ce qu'est Action Coach en général. Donc Action Coach est une structure qui existe un peu partout dans le monde, sur l'ensemble des continents, dans 70 pays. Généralement, on met plus de 50 pour donner une idée, avec 1000 personnes qui sont des franchisés et qui ont pour objectif d'accompagner d'autres entrepreneurs à des niveaux de réussite plus importants. Et toutes les semaines, on accompagne plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs. Tous les ans, on en accompagne, on en forme plus d'un demi-million. Et donc, c'est toute cette observation, toute la richesse de cette observation que l'on va partager avec vous. Un élément que je voudrais donner, c'est que ce que l'on peut observer, c'est que quel que soit le pays dans lequel on fonctionne, parfois on se dit la France est particulière, en réalité, l'état d'esprit de l'entrepreneur est le même. Que nous fonctionnons au Japon, que nous fonctionnons en Chine, en Afrique du Sud, en Russie, on va toujours retrouver les mêmes fondamentaux dans notre fonctionnement. L'un des fondamentaux, l'une des bases de la réflexion lorsque l'on pense entreprise, c'est que nous considérons chez Action Coach qu'une entreprise devient véritablement une entreprise à partir du moment où elle peut fonctionner sans l'implication de son dirigeant au jour le jour. Une activité qui nécessite la présence de son dirigeant, au moment où on décide de créer et qu'on n'est pas à même de pouvoir aller prendre des vacances quand on en a envie, par exemple, ou aller voir son fils faire son premier match ou sa première finale d'un match de basket, et à ce moment-là, il y a un souci. Et
vraiment, en termes d'état d'esprit, lorsque l'on pense à la création d'une entreprise, que l'on pense à la reprise d'une entreprise ou que l'on pense à la création en franchise, nous devons nous dire, est-ce que cette entreprise sera à même de fonctionner sans moi? D'ailleurs, il y a des personnes, 2 entrepreneurs que je connais qui viennent d'arriver au fond de la salle, qui me diront, bah, oui, en réalité, une entreprise, ça a une durée de vie. Un projet entrepreneurial a une durée de vie. Tout à l'heure, je crois qu'il y a 2 personnes qui ont déjà créé ou repris et qui ont vendu. Eh bien, normalement, c'est ça le rôle de l'entrepreneur. À un moment donné, on crée quelque chose, ça atteint un certain stade, et le stade ultime, c'est le moment où ça peut soit fonctionner sans nous, on le garde et ça fonctionne sans nous, soit on décide de le revendre à une tierce personne qui va le gérer. Si on n'a pas cette vision-là, à ce moment-là, on se crée une activité professionnelle et ce n'est pas véritablement une entreprise. D'ailleurs, on a derrière moi ce qu'on appelle l'échelle de l'entrepreneur, c'est-à-dire l'évolution qu'un entrepreneur peut avoir dans sa carrière. Le moment ultime, le stade ultime, c'est celui qu'a exprimé monsieur, je ne me souviens plus de vos prénoms parce que je n'ai pas une très bonne mémoire, mais ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est que voilà, vous avez créé, vous avez vendu, vous avez créé certainement des emplois, vous avez créé de la valeur pour d'autres, et aujourd'hui, votre désir, c'est d'accompagner les autres dans cette dynamique. Ça, c'est le stade ultime de l'entrepreneur. Rien n'est plus beau en réalité que la création ou la gestion d'entreprise, parce que c'est ce qui permet de créer de la valeur, c'est ce qui permet de créer de l'emploi, c'est ce qui permet de créer de la richesse, c'est ce qui permet de créer de l'interaction entre les différentes cultures, entre des personnes qui ont des formations très différentes. Sans le monde de l'entreprise, on n'a pas cette possibilité. Alors, parmi ces 8 premiers fondamentaux, le premier, c'est la clarté du projet que l'on va créer. Il y a une méthode qu'on vous a mis là qui est très très simple, c'est idéalisation, visualisation, verbalisation, matérialisation. Idéalisation, le projet que vous avez, ne vous donnez aucune limite. Aucune limite. La manière de réfléchir à son projet entrepreneurial, c'est se dire, si toutes les planètes étaient alignées, si j'avais tous les moyens du monde, si j'avais toutes les compétences du monde, à quoi ressemblerait mon entreprise? Et ensuite, à partir de cette idée de projet, là, vous allez vous rendre compte, bien entendu, que vous n'avez pas, enfin, pour la plupart d'entre nous, on n'a pas tous les moyens du monde, on n'a pas toutes les formations du monde, on n'a pas toutes les capacités du monde, on n'a pas tout le réseau qui pourrait être nécessaire, mais on est capable de le créer, on est capable de le structurer à partir du moment où on a une vision claire sur ce que l'on va faire. Deuxième élément, visualisation. Donc, la visualisation, c'est à un moment donné, ce projet entrepreneurial, je l'écris, je le rédige, il y en a qui font des collages par rapport à ce projet. À quoi va ressembler ma pâtisserie? Comment va être le comptoir où je vais venir? À quoi va ressembler cette enseigne? Dans quelle rue est-ce que ça va se trouver? Donc toute cette réflexion permet de pouvoir ensuite donc visualiser. Verbalisation, c'est je me dis moi-même. Généralement, ce que l'on recommande, c'est vous prenez un dictaphone de votre téléphone portable, de votre smartphone, vous enregistrez et vous écoutez. Tous les matins, tous les soirs, vous écoutez, voici mon projet. Mon projet, c'est je veux une pâtisserie à tel endroit, de telle manière. Je vois 17 clients rentrer dedans. Enfin, ouais. Et de sorte à ce que ça devienne véritablement votre réalité. Et ensuite, vous entrez dans la phase qui est la phase de matérialisation du projet que vous avez. Ça, c'est le premier des fondamentaux. Le deuxième des fondamentaux que l'on a là, c'est l'alphabet de l'entreprise. C'est... Oui, ça c'est... Mais on va dire, l'alphabet de l'entreprise, c'est l'argent. Souvent, parfois, on a une difficulté à parler d'argent. Mais une entreprise n'existe qu'à partir du moment où elle est capable de pouvoir générer des revenus qui sont suffisants pour qu'elle puisse continuer à exister et créer plus de valeur. Et donc, la maîtrise financière est extrêmement importante. Un petit schéma très très simple, c'est ce qu'on appelle la maîtrise du point mort. Le point mort, c'est la différence entre les charges fixes que vous avez. Donc,
on détermine les charges fixes. J'ai mon loyer, j'ai mon assurance, j'ai les intérêts du financement que j'ai utilisé, etc., etc. Et puis, derrière cela, lorsque l'on vend quelque chose, imaginons que je vende... Quel type de gâteau vous voulez faire? Tout type. Dites-moi un que vous aimez particulièrement. Voilà. Eh bien, la tarte au citron, bien, on va se dire, mais ok, pour pouvoir produire une tarte au citron, ça me coûte tant. Lorsque je vais la vendre, ça va valoir tant. Quelle est la marge que je vais générer? Et c'est cette mesure-là, combien de tartes au citron vais-je devoir vendre pour pouvoir payer mes charges fixes, qui est ce qu'on appelle la maîtrise du point mort. C'est basique, mais c'est hyper important. Et c'est aussi valable dans une entreprise qui a 10, 15, 20, 50 salariés que dans une entreprise où on est 2, 3 ou 5. Donc la maîtrise du point mort est très importante. Et il faut savoir que pour pouvoir améliorer le résultat d'une entreprise, il n'y a pas énormément de leviers. Il y a 4 leviers principaux. Je vends plus cher, je produis moins cher ou j'ai moins de charges. En gros, c'est ce qui va permettre de pouvoir faire modifier là où va se retrouver le niveau de rentabilité de l'entreprise que l'on va avoir. L'autre élément qui est la plus en lien avec soi, comme je disais tout à l'heure, l'argent, c'est l'alphabet de l'entreprise. Mais il y a une ressource qui est absolument non renouvelable, c'est le temps. Lorsque l'on travaille pour autrui, dans les personnes qui ont des projets entrepreneuriaux, quels sont ceux qui sont salariés? Oui, la majorité ne le sont pas. Quand on est salarié, en fait, l'échange, c'est j'échange mon temps contre de l'argent. Lorsque l'on devient entrepreneur, c'est plus ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que on partage, on donne notre efficacité, notre efficience pour pouvoir générer de l'argent. Il n'y a pas de limite dans ce que l'on peut gagner, il n'y a pas de limite dans ce que l'on peut perdre. Et donc on peut se retrouver, et c'est souvent le cas, on voit de nombreux dirigeants d'entreprise. Je regarde juste, parce que j'ai du mal à commencer, mais quand je commence, après je vais plus arrêter. On peut se rendre compte que lorsque l'on est en phase de développement d'une entreprise par rapport à son temps, on va utiliser une partie de son temps à des choses qui ne sont pas absolument indispensables et qui ne créent pas de valeur future. Donc la notion de gestion des priorités est primordiale par rapport à notre activité. Et donc, l'une des recommandations que l'on fait, c'est utiliser au moins 1/5 de votre temps pour construire l'avenir. Les choses qui sont véritablement importantes sont celles qui permettent de construire l'avenir. On va rentrer un peu dans la partie commerciale. Il y a des maisons d'hôtes, il y a des pâtisseries, il y a des salons de thé, il y a des salons de massage. Tout ça, ça existe déjà. Et une des choses qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est si on doit se battre par rapport au prix, si le prix est la notion majeure de la réussite de notre projet, à ce moment-là, il faut qu'on le réfléchisse à nouveau. Parce que si on va se battre sur le prix, on aura toujours quelqu'un qui réussira à être moins cher. Sauf si on décide de faire une très grosse structure avec des niveaux logistiques, comme on peut voir, comme on a pu voir avec Amazon, qui a pris des années et des années et des années avant de réussir à se développer, mais qui aujourd'hui a la maîtrise totale. Mais pour la majorité des entreprises, se battre sur le prix, c'est presque voué à l'échec à la fin. Donc, ce qui est important, c'est clarification de l'offre. Qu'est-ce que j'ai de véritablement différent de quelqu'un d'autre? Ce n'est pas nécessairement quelque chose de mieux, c'est quelque chose de différent. Et c'est cette différence que l'on met en avant. C'est ce qui nous permet, à un moment donné, de pouvoir avoir ce qu'on appelle une proposition unique de vente, la clarté sur ce que l'on fait pour que les différentes personnes soient à même de pouvoir venir vers nous et
participer à notre projet en tant que client. Développement commercial. Encore des basiques, mais si important. Vendre, c'est le nerf de la guerre. L'argent, c'est le résultat. La vente, c'est le nerf de la guerre. Et on peut regarder la vente, parfois c'est un peu confus. Comment est-ce que l'on va faire? Vers quoi on va aller? Comment est-ce que l'on fait pour pouvoir obtenir un chiffre d'affaires? Que mettons-nous réellement en place? Donc une des manières de regarder cela, c'est de le regarder en se disant il y a en réalité 5 leviers uniquement qui nous permettent de développer notre chiffre d'affaires. Premier levier, avec combien de prospects sommes-nous en contact? Et quelles sont les stratégies que je mets en place pour avoir un nombre de prospects plus important? Deuxième levier, comment est-ce que je fais pour transformer le plus de ces prospects en clients? Troisième levier, faire en sorte que ces personnes achètent le plus souvent possible. Quatrième, qu'ils achètent le plus possible. Et cinquième levier, j'améliore la marge en pourcentage des produits que je mets en vente. Donc, ces 5 leviers vous permettent d'avoir une stratégie commerciale qui est totalement cohérente. Dites-vous que lorsque vous mettez ces éléments-là en place, il faut travailler sur chacun d'eux et de manière individuelle. Ne regardez pas les choses de manière globale. La vie n'est pas globale, le développement commercial n'est pas global. Il est fait par un ensemble de leviers qu'il est nécessaire de mettre en place. Ensuite, la valeur la plus importante que vous avez, ce sont les clients. Rien n'est plus important qu'un client. Et là, vous avez ce qu'on appelle l'échelle de la fidélisation, qui fait ressortir, bien, à un moment donné, dans le parcours du client, il commence par être suspect, prospect, voilà, ils achètent une première fois, ils achètent une deuxième, une troisième fois, ils deviennent vraiment clients, ils deviennent intégrés à l'intérieur de l'entreprise, ça devient des membres, hein, on a parfois des cartes de fidélité de telle ou telle structure où nous allons de manière régulière. Et puis après, on arrive aux 2 niveaux ultimes. 2 niveaux les plus importants. Voilà. Et ces 2 niveaux sont particulièrement intéressants à travailler dans tous les domaines d'activité, particulièrement dans le domaine de la distribution. Ce qu'on va appeler les ambassadeurs, c'est-à-dire les personnes qui sont à même de parler de nous. Parfois, on peut les avoir, on peut avoir des vidéos, on a des témoignages, ils nous écrivent des choses. Et puis, on a le fan inconditionnel. Le fan inconditionnel, c'est celui qui ne peut faire autrement que de parler de la délicieuse tarte au citron Thomas. Ça, c'est le fan inconditionnel et qui dit voilà, il faut aller à tel endroit, c'est la meilleure. Vous avez certainement dû l'entendre. C'est les meilleures pizzas. Il n'y a pas mieux. Voilà. Et ça, c'est vraiment le fan inconditionnel. Il ne peut s'empêcher de vous recommander. Ensuite, pour pouvoir construire une entreprise, donc vous vous souvenez, une entreprise, c'est une activité commerciale et rentable qui peut fonctionner sans l'implication journalière de son dirigeant. Commercial, rentable, qui peut fonctionner sans l'implication journalière de son dirigeant. Et donc, pour pouvoir faire cela, il va falloir utiliser ce qu'on va appeler les effets de levier. On va mettre en place des choses pour pouvoir automatiser des processus et pour ne pas avoir à même de réinventer la roue à chaque instant. Les effets de levier. Et puis, autre élément, l'équipe. Une entreprise, généralement, à un moment donné, pour qu'elle puisse fonctionner sans son dirigeant, c'est qu'il y a d'autres personnes avec lesquelles on travaille. Parfois, ce sont des salariés, parfois, ce sont des prestataires, parfois, ce sont des personnes externes avec lesquelles nous travaillons. Il y a toujours une équipe, même lorsque l'on est indépendant. Il y a toujours une équipe derrière. Presque toujours. Et donc, prendre en considération ces 6 règles que vous avez là, c'est-à-dire un leadership fort, un objectif qui soit un objectif commun et partagé, des règles du jeu qui soient claires, le fait que les différentes personnes puissent prendre des risques, qu'on accepte qu'ils prennent des risques et que, je ne sais pas si certains l'ont déjà vécu, parfois dans certaines entreprises, lorsque l'on fait une erreur, on se fait taper sur les doigts mais d'une manière très forte. Alors que, voilà, on a pris une initiative en se disant je vais faire quelque chose de bien. Ça, il faut être attentif à ces éléments-là. Il faut accepter que d'autres personnes puissent faire des erreurs dans ce cas.
Alors, maintenant, on va regarder quels sont les avantages et inconvénients dans les différents domaines. Je prends encore 10 minutes de votre temps et après, je passe aux questions-réponses. Ça vous va? C'est un oui? Oui? Ouais. Bien. Alors, quels sont ceux qui sont plutôt orientés vers la création? Il y a, je ne sais pas encore vraiment, voilà. Non, mais c'est hyper important. Ce qui est vraiment intéressant dans la création, c'est la liberté. On fait ce que l'on veut. On peut avoir une vision, je parlais tout à l'heure, vous vous souvenez d'idéalisation, on peut idéaliser vraiment comme on le veut. Et donc, on est capable de... Souvent, voilà, ce sont des projets qui ont des coûts moins élevés que lorsque l'on décide de reprendre une entreprise. Donc, il y a un risque financier qui est souvent moins important, même si le financement est souvent plus difficile que dans la reprise d'une entreprise. Hein, mais malgré tout, il y a des besoins financiers qui sont moins élevés. Il y a une donnée qu'il faut prendre en considération, c'est, vous savez, on parle souvent du risque d'échec. Parce que entreprendre, c'est prendre un risque certain pour un résultat incertain. Entreprendre, c'est prendre un risque certain pour un résultat incertain. Donc, quel que soit le domaine que vous allez utiliser, à un moment ou à un autre, vous allez pouvoir vous retrouver face à un échec. Et on sait que dans la création d'entreprise, en gros, c'est 50% des entreprises créées qui ne dépassent pas les 5 ans d'existence. Donc, si on a, redites-moi combien de créateurs là? Allez, on va dire que j'ai compté, ça en fait 13. En gros, il y en a 6 qui vont réussir et 7 qui vont échouer. L'ordre de grandeur, c'est ça. Donc, à garder en tête. Par contre, comme je disais, c'est là où vous avez le plus de liberté, c'est là où vous pouvez exploser les idées que vous pouvez avoir. Deuxième élément, avantage, inconvénient de la reprise. La reprise, le gros avantage de la reprise, quels sont ceux qui sont plutôt, qui envisagent la reprise? Le gros avantage de la reprise, c'est que normalement, vous avez déjà un flux d'activité. Il y a déjà quelque chose qui existe. Donc, même si ça revient plus cher, vous avez la possibilité, c'est plus simple de le faire financer à l'extérieur. Sous réserve que vous ayez un minimum d'apport, c'est plus facile de faire financer à l'extérieur. La reprise, le gros inconvénient pour moi, de ce que j'ai pu observer, j'ai plusieurs amis qui ont repris des entreprises dans des domaines très différents les uns des autres. La grosse difficulté, c'est l'adaptation du dirigeant, l'adaptation du repreneur. C'est-à-dire que lorsque l'on reprend une entreprise, on reprend une entreprise avec des personnes qui ont une culture. Et cette culture, ce n'est pas la nôtre. On dit que la culture, c'est ce que les collaborateurs font lorsque le dirigeant n'est pas là. C'est la manière dont ils vont réfléchir, la manière dont ils vont agir. Et donc, lorsque vous reprenez une entreprise avec une culture qui n'est pas la vôtre, donc c'est à vous de vous acculturer pour ensuite désacculturer les personnes et pour transmettre votre propre culture. Ça, c'est une des grosses difficultés que vous avez. Après, en termes de taux d'échec, c'est un taux d'échec légèrement plus faible que ce que vous pouvez avoir lors de la création, plutôt aux alentours de 40% de taux d'échec. Mais bon, voilà. Vous prenez quelque chose qui existe avec des process existants, donc ça c'est super. Après, est-ce qu'ils vous correspondent ou ne vous correspondent pas, ça c'est chacun qui le sait. Après, par rapport à entreprendre en franchise, là encore, vous avez des avantages et des inconvénients. L'un des inconvénients majeurs que l'on fait ressortir sur le développement en franchise, c'est qu'à un moment donné, contrairement à la création, vous avez des charges, vous avez des droits d'entrée, vous avez des royalties, vous partagez, c'est une mutualisation. La franchise, c'est la mutualisation d'un ensemble de personnes avec une méthodologie qui est déjà éprouvée. Et donc, voilà, il y a des coûts derrière cela. Par contre, en termes de dynamique de développement, vous avez tout de suite une équipe.
que dans la création et même dans la reprise, quelque part, vous êtes seul. Lorsque vous créez en franchise, vous avez des collègues. Vous avez des personnes qui vous accompagnent, mais vous avez aussi des collègues, vous avez des alter ego. Donc ça, c'est aussi, pour certains, c'est un avantage important. Après, c'est vraiment à chacun d'entre vous de pouvoir définir le type de projet qui vous correspond le mieux. Le taux d'échec dans le domaine de la franchise, il est de 20%. Donc il est plus faible que dans la reprise et dans la création, mais ce n'est pas pour autant qu'il est inexistant. Malgré tout, il y a des taux d'échec qui existent. Et il y a un neuvième élément. Un neuvième élément très important, c'est que pour passer du salariat à l'entrepreneuriat, il faut se remettre en question. Et tous les paradigmes changent. Le premier, c'est de dire, bon, pour pouvoir avoir quelque chose, il faut d'abord se modifier soi-même, donc apprendre parfois. Apprendre des choses, des formations, des groupes d'entrepreneurs, échanger avec un certain nombre de personnes, parce qu'il faut acquérir des réflexes que nous n'avons pas aujourd'hui. Et puis, il faut aussi faire des choses. Il faut faire avant de réussir à avoir un résultat. Donc il faut agir, et on travaille beaucoup. Lorsque l'on entreprend, ceux qui ont déjà entrepris, vous pouvez on travaille plus, généralement, quand on entreprend, que quand on est salarié. Beaucoup plus, parfois. Je me souviens d'un chauffeur de taxi à Nice qui me disait ouais, mes copains me disent, ouais, tu as de la chance, tu travailles quand tu veux. Mais je leur dis, mais oui, mais en réalité, oui, pour avoir la liberté de travailler quand je veux, j'ai besoin de travailler 70 heures par semaine. Donc, voilà, donc on travaille plus, mais on y prend souvent beaucoup plus de plaisir. Voilà. On travaille pour soi, on voit les résultats de ce que l'on fait, on a la vision globale. Mais être, faire, donc agir avant de pouvoir avoir, premier élément d'état d'esprit. Deuxième élément, pour pouvoir entreprendre, il faut vraiment vouloir le faire. Et pour pouvoir vraiment vouloir le faire, il faut se poser les questions de, voilà, est-ce que mon niveau d'insatisfaction aujourd'hui est vraiment à un niveau très élevé? Est-ce que je ne préférerais pas rester dans ma zone de confort actuelle? Et on sait que quelque part, ce que moi j'ai pu observer, c'est que lorsque l'on est salarié et qu'on essaye de reprendre en même temps que de rester salarié, c'est très difficile. Parce que notre zone d'inconfort n'est pas suffisante. Le mieux, c'est, ok, je démissionne, je coupe tout. J'ai plus d'autre choix que de réussir. Ça, c'est ce qui produit les meilleurs résultats. Être entrepreneur, c'est aussi être totalement maître de ce qui va arriver, de ce que l'on va faire. Et dans l'état d'esprit, même si il y a des choses qui sont dues à ce qui se passe à l'extérieur, si on prend la période que nous avons vécue récemment, nous vivons encore quelque part la période Covid qui, dans certains domaines d'activité, a été meurtrière. Et voilà, c'était vraiment une période difficile. Et quelque part, se dire oui, c'est la faute du Covid ne sert à rien. À un moment donné, c'est bon, ok, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je prends les choses en main? C'est nous sommes intégralement responsables des résultats que nous allons pouvoir produire. Donc, gardez cet élément en tête. Donc ça, ce sont l'ensemble des éléments que l'on a pu voir ensemble sur ce qu'il convient de prendre en considération lorsque on est en entreprise, et aussi, on a pu voir les avantages et inconvénients des trois typologies de projets que l'on peut avoir. J'aime dire que le métier d'entrepreneur, c'est un métier qui est simple. C'est vraiment pas quelque chose de compliqué. C'est pas de la physique nucléaire. C'est vraiment des choses hyper simples. Par contre, ça s'apprend. Ça s'apprend tous les jours. Les meilleurs entrepreneurs, quel que soit leur niveau de réussite, continuent à apprendre. Et pour pouvoir le faire efficacement, il est nécessaire d'être accompagné d'une manière ou d'une autre. Que ce soit d'être accompagné par un business coach, coach, que ce soit d'être accompagné en faisant partie d'un groupe d'entrepreneurs, que ce soit d'être accompagné parce qu'on a des collègues, on a des échanges. Le faire seul, c'est très difficile. Ça demande des efforts, ça demande un savoir-faire qui est trop complexe pour une seule personne, tout avoir en soi. Donc, ma recommandation, si vous décidez d'entreprendre, rejoignez notre communauté, faites partie de
la Dynamic Action Coach. Et puis je vous souhaite vraiment de pouvoir réussir, d'aller aller au bout de votre projet. Vous avez mis là, on a 2 autres conférences qui peut-être peuvent vous intéresser. Une sur les 6 étapes pour construire une entreprise qui véritablement peut travailler sans vous. Donc on va un peu plus dans le détail de certains éléments. Puis demain, une sur la manière de fonctionner avec un groupe d'entrepreneurs, comment construire un groupe d'entrepreneurs pour pouvoir fonctionner plus efficacement. Et puis demain soir aussi, on participe à une table ronde sur réussir son projet de création en franchise. Là, vous avez des QR codes pour faire des diagnostics ou des choses diverses et variées, participer à des ateliers. Maintenant, passons aux questions. Quelles sont les questions que j'ai dans la salle? Je vais en prendre 3. Première question. Je vais prendre les 2 autres et puis je vais répondre aux 3 en même temps. Deuxième question. Yes? Moi, je voudrais répondre pour Oui. acheter une franchise dans l'alimentaire, l'agroalimentaire, dans un type supermarché. Oui. C'est quoi, comment choisir le bon franchiseur? Donc on va dire choix du franchiseur lorsque l'on a un projet, les indicateurs qui permettent de voir si on est en évolution, si on va dans le bon sens ou pas, et puis qu'est-ce qui fait la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui ne réussissent pas. Alors, premier élément, on ne réussit pas toujours. Je veux dire, j'ai créé des entreprises qui ont été des échecs. J'ai créé des entreprises qui ont été de belles réussites. À un moment donné, malgré tout, voilà, il y a le marché, il y a la réponse du marché, il y a la concurrence, il y a les influences diverses et variées qui peuvent exister, il y a les salariés que l'on va pouvoir embaucher. Donc, ce n'est pas uniquement lié à la personne. C'est aussi lié au projet, au timing. Parfois, un restaurant ou une pâtisserie peut fonctionner super bien dans une rue, mais pas dans une autre. Donc, il y a un ensemble de paramètres, d'où l'importance d'être accompagné. Mais, malgré tout, il y a certains éléments à retrouver toujours. C'est la capacité de se remettre en question, l'humilité. Même si on a fait des choses, même si elles ont été hyper performantes, malgré tout, ayons l'humilité de se dire que tout ce que nous faisons n'est pas bon et apprenons des autres, continuons à apprendre des autres. Donc l'apprentissage continue, l'écoute des conseils, ne pas être borné totalement, et on en revient donc au deuxième élément qui était quels sont les indicateurs, à quel moment est-ce que l'on voit on est sur la bonne voie ou on n'est pas sur la bonne voie. Moi, ce que j'ai eu tendance à faire, c'est de... je suis quelqu'un, j'aime bien les graphiques. J'aime bien voir visuellement, voir les choses. Donc, je vois des graphiques, quand je fais quelque chose, je vois un ensemble d'indicateurs, et avec l'ensemble de ces indicateurs, je vois est-ce que je vais vers la bonne direction ou pas. Et ça peut être un des éléments qui va faire qu'à un moment donné, je me dis stop. Après, à titre personnel, je pense qu'il n'y a pas une grande différence entre l'obstination et la persévérance. Et c'est très difficile de faire la part des choses. Je suis un passionné, parfois je fais des choses au-delà du bon sens. Et parfois, c'est ce qui permet, à un moment donné, d'avoir ce niveau de réussite aussi. Donc, voilà. Ayez les indicateurs qui vous permettent de voir, et dites-vous qu'il n'y a pas une grande différence entre l'obstination et la persévérance. Après, sur le choix des franchiseurs, je ne pense pas qu'il y ait de mots, dans le domaine de la distribution alimentaire en tout cas, généralement sont tous des enseignes, souvent des enseignes qui sont des enseignes nationales, bien établies, qui ont leur process, qui ont leur manière de fonctionner. Donc, je ne vais pas faire un parallèle entre l'une ou l'autre. Je pense qu'elles sont toutes potentiellement bonnes.
Après, c'est vous, votre culture, votre envie, les types d'équipes avec lesquelles vous voulez travailler et la structure qui se trouve en face. Tous les projets peuvent être réussis, quel que soit l'enseigne. Mais après, est-ce que ça correspond à votre culture? Est-ce que les personnes que vous avez en face de vous correspondent aux personnes que vous avez envie d'avoir autour de vous pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans? Est-ce que lorsque vous parlez avec ces franchisés, ce qu'ils vous en disent, est-ce que ça correspond au type de vie que vous avez, vous, envie de mener? Donc ça, ce sont les questions qu'il faut que vous posiez. Mais vous avez, il y a un stand avec la Fédération française de la franchise. Allez les voir, posez-leur quelques questions et puis ça vous oriente. Je vous remercie beaucoup. J'espère que j'ai pu quand même donner quelques éléments d'éclairage qui vous seront utiles. Entreprenez, 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 créez de l'emploi, créez de nouveaux entrepreneurs. Et si vous réussissez dans vos projets, accompagnez d'autres entrepreneurs dans leur réussite. Merci encore et je vous souhaite une belle journée.